quels étaient, selon eux, les plus grands défis de l'avenir. Les 3 réponses les plus récurrentes étaient la crise climatique, le risque d'une nouvelle pandémie et le développement de l'intelligence artificielle non contrôlée. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi, à mon avis, la solution à ces graves problèmes ne se trouve nulle part ailleurs que dans le développement de la pensée critique. Dans le contexte où l'intelligence artificielle prendra de plus en plus de place dans nos vies, il est essentiel de faire de la pensée critique la pierre angulaire de l'éducation et du renouveau pédagogique dont le monde entier a besoin. Mais comment faire pour y arriver? Tout d'abord, on doit former les enseignants à mieux l'enseigner dans nos écoles. On doit encourager nos élèves à faire de la vérification de faits en temps réel dans nos classes. Il faut enseigner les effets des biais cognitifs et des erreurs de logique de façon transdisciplinaire et créer une classe où l'apprentissage actif et varié et multimodal donne la place à des classes renversées. Comme dans cet exemple. Imaginez que vous avez 13 ans et que vous êtes dans ma classe de géographie. Après avoir passé toute l'année scolaire à vous enseigner les bases de la géophysique, je commence mon cours en vous disant que tout ce que je vous ai enseigné depuis le début de l'année est faux. Que c'est le gouvernement qui me force à vous mentir et que je n'ai plus rien à perdre pour vous dire la vérité. Je déclare ensuite qu'en réalité, la Terre est plate. Et là, je présente tous les arguments des gens qui croient que la Terre est plate, donc tous les arguments pseudo-scientifiques que je peux trouver. Et je crée les conditions pour que mes élèves me rééduquent en moins d'1 heure en me posant des questions sur les arguments que je leur présente. Non seulement c'est une excellente façon de développer des réflexes de pensée critique de mes élèves, mais c'est encore une meilleure façon de faire la révision de tous les concepts qu'ils ont acquis dans ma classe pendant toute l'année en géophysique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une excellente manière de faire la démonstration de l'effet de halo, parce que certains élèves hésiteront à contredire leur professeur. Et en passant, avoir de bonnes connaissances en géophysique aide à mieux comprendre comment la communauté scientifique est parvenue à un consensus sur les causes des changements climatiques. Voici Mario Molina. Oh, pardon, c'était Mario Molina. Oh, il est de retour. Lauréat du prix Nobel de chimie en 1995, lors du sommet des enseignants des prix Nobel en 2019, à Stockholm, la capitale de mon pays d'adoption. Et Mario Molina est, à mon avis, un véritable super-héros. C'est lui et son équipe qui ont fait la découverte que les CFC étaient les gaz responsables de la destruction de la couche d'ozone. Grâce à ses efforts et à ceux de ses collègues, ils sont parvenus à convaincre tous les gouvernements du monde entier de bannir les CFC, ce qui a mené à la signature du protocole de Montréal, ici même, en 1987, et c'est probablement la plus grande victoire de l'humanité en matière d'environnement. Parce qu'en appliquant la méthode scientifique de recherche et en faisant confiance dans le consensus scientifique, leurs efforts mènent aujourd'hui à la réparation progressive de la couche d'ozone. Et c'est une excellente nouvelle. Ce cas illustre comment la pensée critique joue un rôle important. Et vous savez, j'aimerais vous poser cette question. Imaginez si cette découverte avait été faite de nos jours avec l'existence d'Internet.
À l'époque, il n'y avait pas de puissants lobbies qui propageaient de la désinformation, comme on le voit aujourd'hui à l'époque de l'Internet et de la crise climatique actuelle. À l'époque, on était en plein cœur de la guerre froide. Personne n'était capable de s'entendre et on a réussi à en venir à un consensus international pour régler un problème réel. Et nos actions portent fruit aujourd'hui. En fait, cette crise de la désinformation représente un grave problème. Mais elle est, à mon avis, encore plus dangereuse que la traumatisante pandémie que le monde entier vient de traverser. Cette crise de l'information constitue une véritable infodémie. Voilà pourquoi les enseignants ont le devoir de vacciner la jeunesse avec une bonne dose de pensée critique afin qu'ils développent une immunité pour contrer le virus de la désinformation. En ayant reçu une bonne dose de scepticisme sain à l'école, peut-être aurons-nous la chance, de développer une immunité collective contre la désinformation. Parce que vous savez que, selon une très récente enquête, PISA, seulement 9% des jeunes de 15 ans dans les pays de l'OCDE savent faire la différence entre un fait et une opinion. Voilà pourquoi les enseignants doivent jouer un rôle dans l'éducation de cette compétence du 21e siècle, et c'est très urgent, surtout à une époque où les gens passent la majeure partie de leur journée devant des écrans. Les enseignants doivent servir de phare dans une mer d'informations de plus en plus difficiles à naviguer, où un nombre incalculable d'individus, souvent très intelligents, continuent de se noyer dans des torrents de mensonges et de demi-vérités. Oui, nous avons le devoir de faire quelque chose et c'est très urgent. Maintenant, s'il vous plaît, levez la main si vous avez déjà fait l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT, par exemple. Merci. Maintenant, levez la main si vous ne l'avez jamais utilisé. Intéressant, très bien. En fait, à moins que vous n'ayez passé les dernières années dans une caverne, vous l'avez probablement déjà utilisé sans vous en rendre compte. Vous avez peut-être remarqué que les jeux d'échecs sont plus populaires que jamais et les gens sont probablement devenus meilleurs que jamais, même si la machine nous bat systématiquement. Est-ce qu'on aura la chance d'observer ce même phénomène dans d'autres domaines? Moi, je crois que oui. Et c'est pour ça qu'on doit enseigner la pensée critique chez les jeunes, non seulement dans nos écoles, mais un peu partout. Mais les enseignants doivent l'enseigner un peu comme on enseigne aux gens à conduire une voiture, sans nécessairement avoir à expliquer tous les détails de la mécanique et du fonctionnement du moteur de l'automobile. En fait, on a le devoir d'exiger une régulation de l'intelligence artificielle. Parce que si on veut enseigner de cette façon, on ne doit pas passer trop de temps à expliquer comment ça fonctionne, mais plutôt comment s'en servir de façon responsable et sécuritaire, un peu comme on apprend à conduire une voiture sans nécessairement comprendre ce qui se passe sous le capot. Parce que l'intelligence artificielle nous apporte tellement de possibilités en éducation. On entend souvent la charge de travail des professeurs qui est énorme. En fait, l'intelligence artificielle devient un assistant, non seulement pour la préparation de cours, pour l'évaluation ou la rétroaction, mais c'est aussi un outil pour aider à développer la pensée critique. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des vérifications de faits aussi. En fait, on peut se demander aussi si on apprend aux élèves à conduire une voiture de façon sécuritaire, il faut aussi s'assurer que l'autoroute de l'information est bien balisée. C'est ça la régulation de l'intelligence artificielle. On doit s'assurer d'avoir un entretien adéquat de l'autoroute de l'information afin de rendre cette expérience d'apprentissage sécuritaire et durable. Et vous savez, conduire une voiture, parfois de nos jours,
c'est un peu comme surfer sur Internet. Et puis, on doit apprendre à utiliser l'intelligence artificielle un peu comme on utilise un GPS quand on conduit une voiture. Moi, je ne connais personne qui suit aveuglément les recommandations de son GPS sans y appliquer un peu de bon sens. Donc, c'est ce petit grain de sel-là qu'on doit apprendre à nos élèves. Pardon. Et on peut aussi se poser cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle va voler les emplois des enseignants? Absolument pas. Mais ceux qui parviendront à tirer avantage de cette nouvelle technologie vont probablement remplacer ceux qui refusent de développer leurs compétences dans ce domaine technologique en pleine expansion. Et vous savez, il y a beaucoup de professeurs qui ont subi ou vécu des expériences assez particulières depuis l'invention, ou l'avènement plutôt, de ChatGPT. La plupart de mes collègues évoquent la tricherie et le plagiat, mais ce qui a attiré mon attention, c'est le courriel d'un élève qui a utilisé l'intelligence artificielle afin de rédiger une excuse pour la remise en retard de son travail. Oui, des points pour la créativité ici, mais j'ai réalisé rapidement que c'était la version du 21e siècle de l'excuse classique « Mon chien a mangé mon devoir ». Oh! Écoutez, ça fait déjà des années que les jeunes surpassent souvent leurs enseignants en matière de compétences numériques. Et avec le développement de l'intelligence artificielle et cette rapide évolution, ce n'est pas prêt de changer de sitôt. Donc, il faut savoir l'inclure dans l'éducation, parce que l'éducation assistée par intelligence artificielle va enfin nous permettre d'avoir des classes véritablement hétérogènes. Et ici, je ne parle pas seulement de diversité ethnique, culturelle et linguistique, mais je parle d'une classe où les élèves surdoués côtoieront les élèves en difficulté d'apprentissage et où les élèves neurodivergents se sentiront enfin les bienvenus. Grâce à la personnalisation, à l'individualisation des apprentissages, avec un assistant, mais encore là, tout ce que j'énumère ici comporte des risques énormes. Est-ce qu'on peut comparer le développement de cette technologie qui a le potentiel de nous mener à un scénario apocalyptique avec l'histoire du développement de la technologie nucléaire? De nombreux experts restent encore étonnés à ce jour que l'humanité ait réussi à éviter une autodestruction nucléaire totale pendant la guerre froide. Mais avec la création d'agences pour le contrôle de l'énergie nucléaire et contre la prolifération d'armes atomiques, nous sommes à ce jour parvenus à éviter le pire. Mais c'est pour ça qu'on doit absolument exiger une régulation de l'intelligence artificielle, un peu comme on a exigé un code de la route ou des agences pour nous protéger contre la prolifération nucléaire. Mais on ne peut pas avoir une société qui est guidée par ses opinions et ses émotions, surtout si ces dernières sont influencées par des algorithmes. Voilà pourquoi le développement d'un scepticisme sain, basé sur la méthode scientifique de recherche, est essentiel à inclure dans tous les curriculums scolaires à travers le monde. Et vous savez, l'intelligence artificielle aura peut-être le potentiel d'initier une nouvelle renaissance, parce qu'elle va nous pousser à nous questionner sur la nature du bien-être humain, en se comparant à la machine comme ça. Mais pour bien y arriver, il faut bien former les enseignants à bien l'enseigner, non seulement l'intelligence artificielle, mais surtout la pensée critique. Parce que cette évolution demandera un effort de renouveau pédagogique. Et l'identification de sources fiables par nos élèves est probablement la compétence la plus importante à enseigner dans nos écoles. Et puis, c'est quand même quelque chose de très risqué pour les enseignants, parce que
C'est très difficile de développer une génération de penseurs critiques sans développer une génération de penseurs cyniques. On ne veut pas d'une génération qui rejette tout sans chercher à comprendre, mais d'une génération qui sait chercher les bonnes réponses fondées sur des preuves. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure des choix. L'intelligence artificielle a sa place dans l'éducation. Et chercher à l'interdire serait une grave erreur. Et je ne vous demande pas d'exiger une autre réforme. Je vous demande simplement de vous joindre à la révolution. Merci beaucoup.